Philippe Doucet, bonsoir. Vous êtes député PS du Val d'Oise, porte-parole de Manuel Valls. On va bien sûr ensemble revenir sur le débat d'hier soir. Un Manuel Valls moins combatif que d'habitude. Presque, on a l'impression qu'il avait rendu les armes. Comme si, avouez qu'il faudrait un miracle pour qu'il gagne dimanche soir. Non, rien n'est écrit. D'abord, Manuel Valls était combatif, mais combatif sur le fond. C'est pas un pugilat, c'est pas un match de catch, un débat politique. Donc, il voulait la clarification. Je pense que le débat de haute tenue, suivi par plus de 5,5 millions de téléspectateurs, donc quand même une très grosse audience, chacun a trouvé que c'était un débat de haute tenue et chacun a pu apprécier et l'un et l'autre sur le fond. Mais Manuel Valls, il pense que l'histoire n'est pas écrite parce qu'il y a 1,6 million de citoyens qui sont venus voter. Il en faut beaucoup plus dimanche. Et on sait d'ailleurs que toute une partie des électeurs du premier tour ne sont pas des électeurs des sympathisants socialistes, mais plutôt des électeurs de la gauche, on va dire. Alors, c'est un sondage Elab qui a été réalisé hier soir après le débat Hamon-Fillon. 60% ont jugé Benoît Hamon plus convaincant que Manuel Valls, 37%. Et c'est la même proportion chez les sympathisants de gauche. 61% pour Hamon, 36% pour Valls. Non, mais c'est pour vous dire que c'est mal parti. Oui, mais attendez, la dernière fois, Arnaud Montebourg était devant Manuel Valls sur ce même type de sondage, et c'est Manuel Valls qui était au deuxième tour et pas Arnaud Montebourg. Donc les sondages, c'est bien, les électeurs, c'est mieux. Donc 2 millions d'électeurs dimanche, et on verra... Mais reconnaissez, Philippe Doucet, que les propositions neuves, même si elles vous paraissent utopistes, là, le futur désirable, pour reprendre l'expression de Benoît Hamon, il est de son côté. Alors que Manuel Valls, on est raisonnable, mais on continue... comme avant, au terme d'un quinquennat qui n'a fait rêver personne. C'est difficile d'être raisonnable. Et c'est le rôle de Manuel Valls. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, le futur désirable en 2027, 2035, c'est sympathique, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 2017. Donc, la question, c'est pas d'opposer le cœur à la raison, Manuel Valls a dit, mais c'est d'être dans une gauche de transformation et de travail immédiatement. Donc, la question du revenu décent, par rapport au fait que l'ensemble de ceux qui sont dans la pauvreté aient droit à un revenu décent autour de 800 € élargi aux jeunes, me paraît plus intéressant immédiatement qu'une dynamique de revenu universel dont Benoît Hamon reconnaît lui-même que c'est pas pour demain. Voilà, donc c'est simplement... C'est vrai que c'est un vrai débat de savoir si on veut une gauche qui gouverne maintenant, avec des propositions concrètes, ou si on est dans une gauche de l'utopie, ce qui fait partie de la gauche, mais en même temps nous ramène beaucoup plus loin. Je n'ai pas envie qu'on fasse 10 ans d'opposition. Il y a eu une opposition sur le revenu universel, opposition sur la laïcité. Sur le travail aussi, sur la valeur, l'importance du travail. Malek Boutil, qui soutient Manuel Valls, a traité Benoît Hamon ce matin d'islamo-gauchiste. Est-ce qu'il ne va pas un peu loin? Benoît Hamon, que dit-il? C'était ce matin. C'était hier, pardon. Benoît Hamon, que dit-il? Il dit simplement qu'une femme qui veut porter le voile, on ne voit pas pourquoi on lui interdirait dès lors qu'elle veut le porter librement. Non? Oui, mais c'est quoi la notion de liberté par rapport à ça? Donc, d'une part, ce n'est pas les propos qu'a tenus Manuel Valls hier soir. Donc, il a rappelé que la question de l'émancipation... Non, c'est Benoît Hamon qui a dit ça. Oui, les femmes avaient le droit de porter le voile. Oui, mais Manuel Valls, par rapport à votre interrogation sur Malek Boutil, Manuel Valls, lui, il a dit que la question de l'émancipation des hommes et des femmes par rapport aux facteurs religieux, c'est une dimension importante de la laïcité. La loi 1905, qui a été beaucoup évoquée hier soir, c'est d'abord une loi originellement le résultat du combat contre l'Église catholique. Donc la loi 1905, elle a deux composantes. Une composante de liberté de croire ou de ne pas croire, une composante de liberté du culte, mais aussi une dynamique émancipatrice. Ça, c'est la laïcité depuis les Lumières, depuis Voltaire. Donc, dans l'un et l'autre, dans ce débat d'haute tenue hier soir, il y avait cette nuance-là qui était de dire est-ce qu'il y a une dimension émancipatrice qui est aujourd'hui un combat d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on est simplement sur la liberté religieuse qui doit s'exercer? Donc c'est ce débat-là, qui est un débat récurrent à gauche, depuis d'ailleurs au moment de la loi 1905, qui existait déjà à l'époque. Philippe Doucet, à l'instant, vous disiez, j'ai pas envie de rester 10 ans dans l'opposition, si on a une gauche utopiste façon Benoît Hamon. Si c'est Benoît Hamon qui l'emporte dimanche soir, du coup, il y en a des tas qui vont rejoindre l'écurie d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas rester 10 ans dans l'opposition. Je ne crois pas, parce que ça, on verra... On coule tous ensemble. Non, d'abord, on verra si Manuel Valls n'est pas vainqueur dimanche, parce que là, vous
Oui, non, mais il y a des choses. On peut quand même sérieusement envisager cette hypothèse. On peut envisager cette hypothèse. Mais et là, tout le monde reste fidèle derrière Benoît Hamon. On verra. Ça, c'est les questions de lundi. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Donc, on est, nous, dans le deuxième tour. Il y a les questions de lundi. Je pense que pour ceux qui sont depuis longtemps au Parti socialiste, depuis longtemps dans cette gauche du gouvernement, je pense que de quitter la vieille maison, comme a dit Léon Blum en 1920 au Congrès de Tours, c'est pas si simple que ça, parce qu'on attend de voir aussi les propositions d'Emmanuel Macron. Cela dit, Benoît Hamon, il a annoncé la couleur hier soir. Il a dit en fin d'émission qu'il était plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Emmanuel Macron. Donc vous suivez tous un PS mélenchoniste. Non, ça vous pose pas de problème. Je pense d'ailleurs que Benoît Hamon... il l'a dit. Hein. Non, mais je pense que Benoît Hamon a eu tort de répondre à cette question au sens où... il est honnête, voilà. Il annonce la couleur. Mais, je pense que quand vous êtes candidat pour le Parti socialiste à la présidence de la République, vous vous déterminez par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Par ailleurs, il a dit que sur Emmanuel Macron, la question... des startups et de toute cette économie numérique qui pouvait être sensible à ça. Il a dit une certaine proximité sur la question environnementale avec Jean-Luc Mélenchon. Il a fait part de ses désaccords sur Poutine, etc. Donc le rapport aussi à la démocratie et le rapport à l'Europe aussi de Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que s'il est candidat, comme Manuel Valls est candidat, il n'est pas au front de gauche, ni l'un ni l'autre. Ni d'ailleurs chez Emmanuel Macron. Même si c'est toute la vertu de ces débats qui ont été très intéressants sur le fond, ils ont montré vraiment deux visions du futur, mais vous le disiez à l'instant, sur le travail, sur la laïcité. Avec des points de convergence aussi. Non, mais on se dit, est-ce que lundi, on va pouvoir remettre le couvercle sur la cocotte minute, quoi ? Est-ce que le pas PS... une cocotte minute, d'abord, parce que c'était un débat de haute tenue. En termes déjà de relations interpersonnelles, ça compte dans la vie. Il n'y a pas un risque d'implosion, de scission du PS ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le sujet est que si Manuel Valls gagne, il faudra qu'il dépasse sa victoire. Ouais. Et si Benoît Hamon gagne, il faut qu'il dépasse sa victoire. C'est-à-dire dépasser sa victoire, c'est-à-dire être capable de tendre la main aux autres. Et de ce point de vue-là, il faut qu'on tire la leçon, et l'un et l'autre, de ce qui s'est passé à droite avec François Fillon. Où on voit bien qu'en n'étant pas capable vraiment de dépasser sa victoire, on voit des Sarkozy qui se réunissent, qui ne sont pas très bien, des Juppéistes qui ne sont pas très bien non plus, on voit bien, parce que ils n'arrivent pas à dépasser la victoire. Est-ce que c'est pas le problème de la primaire, ça ? Finalement, ceux qui vont se déplacer, ce sont les plus extrêmes, on va dire, de chaque camp. Et résultat, vous vous retrouvez avec des courants minoritaires qui s'imposent à la droite et à la gauche. On aura peut-être ce débat-là après ces primaires, aussi bien à droite qu'à gauche. Surtout après la présidentielle, il y aura la discussion. De l'autre côté, vous avez aussi... On voit bien les difficultés et de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, où finalement, ils sont un peu dans une logique de césarisme, parce que finalement, ils y vont directement. Donc, je trouve d'ailleurs étonnant de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui est contre la Ve République, d'être finalement dans la quintessence du gaullisme 1958, l'homme providentiel. Il y a aussi ce côté-là chez Emmanuel Macron. Donc, ce qui me frappe quand même, c'est que même la gauche de gouvernement est en difficulté. 1,6 million de personnes qui se déplacent, ça donne de la force. Je crois que les primaires sont rentrées dans le débat démocratique et qu'elles n'en sortiront pas de sitôt. Vincent Peillon refuse de soutenir Manuel Valls. On pensait pourtant qu'il allait soutenir. On a l'impression qu'il y a un tout sauf Valls qui se met en place, un peu comme si beaucoup de gens voulaient lui faire payer ses coups de menton et son autoritarisme qui lui a été beaucoup reproché quand il était à Matignon. Vous ne le voyez pas, ce tout sauf Valls, quand même ? Il peut y avoir cette dimension-là, mais après, on peut reprocher beaucoup de choses à Manuel Valls. C'est pas des coups de menton, c'est de l'autoritarisme. Quand vous êtes Premier ministre, vous êtes en charge de la Maison France et vous faites pas plaisir à tout le monde. Donc Vincent Peillon, il aurait peut-être aimé rester ministre de l'Éducation, il ne l'est pas resté. Peut-être parce que la réforme des rythmes scolaires n'avait pas été obligatoirement une promenade de santé, donc il a peut-être été sanctionné par rapport à ça, donc il peut en vouloir à Manuel Valls, etc., etc. Sur Ségolène Royal, même chose, c'est-à-dire qu'elle a été recadrée plusieurs fois. Donc quand vous êtes Premier ministre, vous faites toute une partie du sale job. Merci mais beaucoup. Vous le faites pour la France. Merci beaucoup Philippe Doucet, Merci à vous. député PS du Val d'Oise et porte-parole de Manuel Valls. Donc rendez-vous dimanche soir. Merci. Tout de suite, C'est dans l'air revient sur l'affaire Pénélope Fillon. L'avocat de la famille Fillon a remis aujourd'hui des documents à la justice pour répondre aux accusations d'emploi fictif. C'est dans l'air est intitulé Fillon riposte.